Valérie Hatt, bonjour, vous êtes sociologue, vous faites partie des nombreux contributeurs du livre Les alimentations particulières, mangerons-nous encore ensemble demain, un livre qui a été réalisé sous la direction de Claude Fischler. Alors c'est vrai que c'est souvent par les manières de table qu'on appréhende les cultures différentes, puisqu'on est sur le thème des cultures. Là, ça se complique, puisque c'est plus seulement des questions de culture, c'est des questions de choix individuels, on ne mange plus de ceci, on ne mange plus de cela. Souvent d'ailleurs, vous faites remarquer dans ce livre, que les gens vivent ça comme des libérations. Ils se libèrent de certains aliments qu'ils consommaient jusque-là et qu'ils ne veulent plus consommer. Vous le confirmez? Ils se libèrent de certains aliments qu'ils ne veulent plus consommer. Ouais. Ah bon, mais ce n'est pas vous qui l'avez écrit dans ce livre-là, mais que, voilà, que dans le livre, vous êtes nombreux, il est dit aussi que ça peut être vécu comme des libérations. Le refus de la nourriture qu'on vous propose, est-ce que c'est encore considéré comme une offense? Ce fut le temps à une époque, mais comme la question est de savoir est-ce qu'on peut encore manger ensemble quand on ne mange pas la même chose, est-ce que c'est considéré comme une offense? En France, c'est encore considéré comme une offense par une partie des gens qui finalement l'inviter à des droits au regard du principe d'hospitalité et parfois émettre des préférences, des idiosyncrasies en fait personnelles. Eh bien, va être ressenti comme un abus, si vous voulez, du droit d'inviter dans une situation d'hospitalité. Et en réalité, si on regarde comment se déroule la socialisation alimentaire, par exemple, dans les familles, aujourd'hui, on voit, par exemple, qu'il est toléré, admis, parfois, de donner le choix, principalement sur le dessert, sur l'entrée, parfois, mais en revanche sur le cœur du repas, qui est le cœur, ce que l'on cuisine en réalité, eh bien on développe un certain nombre de stratégies du type force-toi un peu, si tu n'aimes pas tu te rattraperas sur autre chose, ou bien, mais on ne va pas préparer un plat particulier pour l'individu. Donc le groupe prime encore, si vous voulez, sur l'individu de ce point de vue, et en fait, l'enfant, si vous voulez, ne mange pas qu'en fonction de ses préférences ou en fonction, un adulte, d'un régime. Parce que là, on arrive sur les questions de plats préparés. Et en fait, en France, c'est davantage la question des contextes de consommation différenciés. C'est-à-dire qu'on peut manger, il y a une plasticité du comportement alimentaire qui permet de mobiliser différents répertoires et en situation, parce que je crois que c'est ça aussi la commensalité. La commensalité, c'est le fait de partager un repas. Oui, qui est, en fait, en France, on est dans ce modèle commensal culinaire. En fait, ce qui compte, c'est non pas seulement le vivre ensemble, l'ambiance, etc., la discussion, mais aussi le fait du lien que crée le repas. Parce que finalement, si je suis ce que j'incorpore, en acceptant ce que l'autre a préparé, j'incorpore un peu de lui-même. Et on rejoint aussi des questions identitaires dont on parlait tout à l'heure. Oui, justement. Pierre Juvin... Hervé Juvin. Il y a un bonheur français du repas pris en commun. Quand je circule dans d'autres pays, alors notamment aux États-Unis, chacun bouffe dans son coin, n'importe quoi, en allant puiser directement dans le réfrigérateur. C'est comme ça qu'ils fabriquent des obèses. Aux États-Unis, pardon, mais quand vous êtes invité à dîner, les gens, avant de vous recevoir, vous demandent ce que vous ne mangez pas. Et il y a un bonheur français du repas en commun qui suppose, comme vous le dites très bien, qu'on fasse confiance sur la qualité des plats. Mais ce qui me semble important par rapport à notre débat, on ne va pas y revenir, c'est le nous. Le repas français, comme d'ailleurs l'agneau préparé, le couscous ou autre, ailleurs, c'est quelque chose de commun. Faut pas me parler de couscous. C'est quelque chose de commun. Moi, j'aime bien le couscous. C'est quelque chose qu'on partage en commun et là, on peut dire nous. Ce qui m'inquiète beaucoup dans chacun va suivre son régime, le nombre de calories qu'il lui faut, moi je suis marathonien, je vais en prendre très peu, etc. Ça me paraît affolant parce que c'est le bout du bout de l'individu seul, séparé dans tout. C'est le fameux dessin du New Yorker qu'on a reproduit ici. C'est ce que je dis, et je faisais allusion à Achille Mbembe, quand on dit que nous vivons un monde d'apartheid généralisé. Chacun dans son coin, qui a tellement peur de l'autre qu'on ne peut même pas partager un repas en commun, en confiance. J'ai très peur que le nous soit en train de s'effondrer. Et la seule chose que je voudrais dire, pour qu'il y ait du nous, il faut qu'il y ait un minimum de commun. Faisons attention à ce que ce minimum de commun, nous continuons à le partager sur ce territoire et entre nous. Je faisais allusion au dessin du New Yorker qui est reproduit dans le livre sur les alimentations particulières, le dernier repas de Noël où plus personne ne mange la même chose que son voisin. Cela dit, cette question reste entière. Est-ce qu'on peut
néanmoins manger ensemble alors qu'on ne mange pas la même chose. Après tout, c'est ce qu'on fait au restaurant, Pascal Blanchard. Au restaurant, on n'est qu'à de manger ensemble en commandant des choses différentes, j'allais le dire. Et ça, c'est quand même un truc très français, je veux dire. Quand Ça, vous c'est allez... français. Les Chinois, en revanche, commandent le même plat et tout le monde mange le même plat. Mais on sait le faire, nous aussi. Affinité de plat aussi. Ouais, mais vous savez bien que quand les choix comme ça tournent, vous êtes capable de changer ce qu'il y a devant vous très poliment, sans le toucher, en attendant que tout le monde se serve. Et donc, on a intégré le fait que vous n'allez pas forcément tous manger pareil. On le voit aussi au niveau des boissons, parce que la mondialisation dont vous parlez, on commence à apprendre tous à boire la même chose. Il y a encore 50 ans ou 60 ans, vous ne buviez pas à peu près la même chose sur la Terre. Maintenant, dans n'importe quel bar d'hôtel, dans des vins en Chine comme en Australie, au Chili, vous buvez à peu près tous la même chose sur Terre. Ce qu'il faut quand même se rendre compte, c'est que d'un côté, certes, c'est compliqué de tous partager un repas, mais en même temps, on commence à peu près à manger tous partout aussi une nourriture et une boisson mondialisée. Donc il y a les deux aspects qui se passent. Vous savez comme moi que vous arrivez dans n'importe quel bar d'hôtel, même au fin fond de Madagascar, à Diego Suarez par exemple, vous aurez les mêmes bouteilles en présentoir que ce que vous aurez trouvé à Marseille. Oui, mais ça, vous parlez des hôtels, vous ne parlez pas des familles. Mais même le petit bistrot, pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où les gens voyagent. Ce n'était pas le cas avant. Donc on a appris à s'adapter aussi, non plus à celui qui vit seulement là, mais à celui qu'on fait venir. Et donc l'invitation, c'est quoi? Eh bien, on s'adapte. Et on adapte nos repas, on adapte ce que l'on mange. Il est évident, quand vous avez du monde qui vient à la maison, bah, vous ne faites pas des rognons ce soir-là parce que vous n'êtes pas certain que tout le monde va adorer. Mais vous voyez, je crains beaucoup que ce monde ait beaucoup moins de goût et de saveur. On va le faire moins épicé parce qu'il y en a qui n'aiment peut-être pas les épices. On appelle ça maman et on dit ce qu'on veut manger. On dit, eh maman, là je viens ce week-end, là s'il te plaît, là, tu me fais les tripous d'Auvergne, là, comme on aime bien, parce que jamais à un autre moment de la semaine je m'en vais. On sait encore ça. Pour faire simple, est-ce que le repas n'est pas un prétexte pour se réunir? Bien sûr. C'est ça le truc. On peut tous se réunir, se parler et manger différemment. Parce qu'on va manger différemment, il n'y a pas de nous qui se crée. Je trouve ça bizarre. Ouais, bien sûr qu'il se crée. Alors, votre réponse à vous, Valérie Hatt, est-ce qu'on peut manger différemment et manger ensemble? Je pense qu'au restaurant, effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est une occasion faite de découverte alimentaire, mais aussi de découverte de l'autre. Et on ne mange pas de la même façon. Vous disiez, on appelle sa mère, par exemple, pour manger le dimanche en famille. On ne mange pas de la même manière avec un inconnu et avec un familier. On ne mange pas de la même manière avec une femme ou avec un homme, au début du repas et à la fin du repas. Et je pense aussi que ça pose la question de la simplification alimentaire du repas. C'est-à-dire que la séquence, les différentes séquences du repas permettent, si vous voulez, malgré tout, de se rattraper justement sur un élément du repas, par exemple l'entrée si on n'aime pas le plat, etc. Et le fait d'avoir de plus en plus une tendance, si vous voulez, au plat unique, notamment en particulier au déjeuner, eh bien ça permet moins cette adaptation, cette souplesse qui permet effectivement, parce que repousser ses frontières personnelles, ça permet aussi de s'ouvrir à l'autre, au moins temporairement, de découvrir l'autre et de créer un territoire commun. Et l'espace de la table et du repas commun, c'est ça en réalité. Et donc dans ce type de situation que vous montriez avec le repas de Thanksgiving, c'est une mosaïque de comportements alimentaires. Vous parliez d'obésité, de surpoids, vous l'avez évoqué. En fait, manger ensemble, par rapport au fait de manger seul et d'exprimer sa préférence alimentaire, eh bien, la différence, ce ne serait pas très important finalement si c'était des questions idéologiques. Mais ça produit des effets. C'est-à-dire que manger ensemble, ça produit des effets en termes d'aliments consommés, de quantité d'aliments consommés. On va consommer 30 à 40% plus en quantité. Donc si vous avez une journée alimentaire structurée par 3 repas, par exemple, vous allez grignoter moins. Ça crée aussi, par exemple, de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on va adapter quand on ne connaît pas l'autre, on va calquer son comportement sur celui de son voisin. Donc il y a de la régulation sociale. Ça peut avoir un effet inhibant aussi la prise alimentaire en fonction des comportements d'autrui. Parce que si vous voulez, il y a le niveau macro et le niveau micro. Donc au niveau macro, on a les modèles culturels alimentaires, diétético-nutritionnels, individualistes, en fait, aux États-Unis, et si on parle des États-Unis, et en France, comment ça le culinaire, mais aussi en Italie, mais aussi dans d'autres sociétés. Au niveau micro, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est une situation, une interaction. Et les individus en situation, c'est des questions de face qui se jouent. Les manières de table, maîtriser les codes, eh bien, c'est aussi pour pouvoir entrer en communication avec l'autre. Et donc, on va calquer son comportement pour donner une impression, si vous voulez, d'après laquelle les autres vont se forger une impression de ce que l'on est. C'est comme ça dans les cantines scolaires? Vous avez particulièrement traité des cantines scolaires, vous. Absolument. En fait, tout le monde mange pareil. On peut, en réalité, on a des enfants, par exemple, j'ai filmé des enfants en école primaire, en collège, dans des milieux plutôt favorisés, des milieux défavorisés, en Seine-Saint-Denis notamment, et on voit que les discussions qu'on a, par exemple, autour, effectivement, des questions identitaires, il n'y a pas de crispation entre les enfants à l'école sur ces questions. Pour faire, en fait, groupe,
parce que la nourriture, c'est du lien social, ça crée, c'est un liant. Et donc, pour faire groupe, on peut exprimer, par exemple, je pense à une petite fille à table avec 3 autres enfants, et qui dit, pour moi, c'est une abomination, c'est un châtiment, elle répète à 2 reprises, c'est un châtiment pour moi de manger ça, elle montre l'aliment, et en fait, les autres en mangent. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait au bout d'un moment? Elle entre dans le jeu avec eux et elle commence à manger cet aliment. Qui normalement lui est interdit dans sa... Non, c'était des bretzels. En l'occurrence, c'était un établissement franco-allemand. Donc il y a 20% d'élèves et c'était le jour de la fête nationale, donc un repas festif et il y avait des bretzels. Et elle n'aimait pas les bretzels, mais elle en a mangé pour être en réalité avec les autres. Donc c'est ça. L'individu peut se contraindre dans cette situation pour faire groupe, pour partager un repas commun qui est un territoire commun. Quand on fait la liste de toutes les limitations qui existent, un tel qui ne mange pas de gluten, celui qui est végétarien, celui qui est végétalien, etc. On oublie aussi, par exemple, au gluten, qu'il y a des gens qui ne peuvent pas en manger parce qu'ils sont allergiques et que c'est un problème de santé. C'est donc les allergiques. C'est pas forcément pour faire chier le monde. C'est parce que là, je veux pas mourir. Mais les réponses sont différentes de ce point de vue. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des aires de repas qui sont prévues pour les gens qui sont allergiques, hein, qui permettent effectivement qu'ils ne soient pas au contact des aliments, des allergènes. Et ici, en France, des réponses qui sont différentes encore pour l'instant, où on va avoir des plans alimentaires individualisés, mais qui n'excluent pas, si vous voulez, les personnes du contexte social que représente le repas. La question que je me posais, c'est juste, est-ce qu'il reste des aliments qui sont véritablement, encore aujourd'hui, partagés par l'ensemble de la population, à part la salade verte bio? Je dis bio parce qu'il y en a qui ne mangent que bio. Et sans huile, ni Et sans huile. Et il faut qu'elle soit bio, parce que ceux qui sont bio, sinon, ne la mangent pas. Mais à part ça... Le pain? Mais non, avec le gluten, avec les problèmes qu'il peut y avoir dans le pain... À part allergie, mais bon... Il n'y a que la salade verte bio. Il y a de plus en plus. Il n'y a que la salade verte bio, vous êtes sûr que tout le monde en mangera normalement. Vous y attendez bien, Pascal Blanchard? Non, ce qui est intéressant à voir, c'est que là, on est en train de parler de la nourriture dans des sociétés quand même très particulières. Si vous vous intéressez à ça dans d'autres sociétés, l'Afrique, la nourriture, c'est complètement l'inverse. C'est la quête. Et là, on est dans complètement autre chose. Regardez ce qui se passe, par exemple, dans les grands chantiers au Moyen-Orient. On est en train d'expliquer qu'il n'y a qu'un repas par jour pour rentabiliser le temps de travail des ouvriers au maximum et ne pas avoir de pause. La nourriture, ça peut être aussi la domination. C'est-à-dire qu'à travers ça, c'est complètement autre chose. Et ça, c'est très intéressant à voir. C'est comment on utilise justement la nourriture pour pousser dans certaines sociétés. En Afrique, vous marchez des kilomètres pour manger, par exemple. C'est complètement différent. Donc là, on est quand même dans un modèle, on est en train de discuter, occidental, de riches. Juste un point de détail. Hervé Juvin, la nourriture, c'est véritablement la culture. Vous qui êtes pour une écologie des civilisations, de la diversité humaine, la nourriture, c'est véritablement à cela. Un des premiers contacts que vous avez avec une culture, avec un peuple, disons-le comme ça, particulier, c'est en général la nourriture. C'est épicé, c'est pas épicé. Ça a quelquefois des saveurs qu'on ne connaît jamais sous nos latitudes. Quand est-ce qu'on mange aussi? Comment est-ce qu'on mange? À quelle heure? Moi, j'ai le souvenir fabuleux. Ça change tout. En 2012, j'ai passé beaucoup de temps au Chhattisgarh, en Inde. J'ai le souvenir fabuleux de ces populations pour lesquelles la terre est leur mère, donc il n'est pas question de l'écorcher. Il n'y a pas un arbre, une écorce, une feuille, une fleur, un fruit qu'ils n'utilisent pas pour leur nourriture. Ils sont à peu près végétariens. Mais c'est juste extraordinaire. Vous arrivez à une symphonie de saveurs dont on n'a pas l'idée ici. Vous savez quand même que quand on est à la Défense ou quand on va au restaurant d'entreprise, c'est 40 fois moins riche en goût, en saveur, que ce qu'on peut goûter là-bas. Ce qu'on peut goûter aussi en Afrique, ce qu'on peut goûter ailleurs en Inde. Ça, c'est généralement la première rencontre et quelquefois la plus forte. Et ce dont j'essaye de témoigner dans la grande séparation, c'est cette grande inquiétude qui est la mienne devant un monde réduit à... Alors, ce qui ne pose peut-être pas de problème de santé, ce qui ne pose pas d'allergie, et qui finalement a très peu de goût, très peu de saveur, et surtout qu'il soit partout la même chose. Et ça, me semble-t-il, c'est une perte effrayante pour l'humanité, parce que ce qui est merveilleux quand on court le monde, c'est que partout c'est différent, partout on découvre des saveurs, des odeurs, des couleurs différentes. Abdellah Boudafri? Il y a dans le reportage, on a encore cité à nouveau le fameux fast-food de Roubaix. Oui, mais il fallait montrer qu'il y avait aussi. Ouais. Alors, je le connais très bien ce fast-food parce que je faisais de la radio juste à côté, dans une radio. Je le connais. Quand il y a eu quand ils ont déclenché cette histoire de halal. En fait,
c'est juste, c'est pas religieux le fait de choisir le halal dans ce restaurant, c'est que 97% de ses clients ne mangent pas de porc. Donc le type m'a expliqué pourquoi je vais acheter du porc que je ne vais pas de toute façon vendre à mes clients. Là, on est dans une logique commerciale et tout le monde en a fait une logique religieuse. Encore une fois, il y avait vraiment un manque d'information. Et quand vous allez dans ce Quick à Roubaix, vous voyez la population, c'est que des familles et majoritairement c'est un quartier pauvre. Il y a beaucoup de musulmans, et des musulmans africains, comme maghrébins, comme asiatiques, et le type ne voit pas l'intérêt, même ses employés sont de confession musulmane, ils bossent dans le fast-food, ne voit pas l'intérêt d'acheter du porc qu'il ne vendra pas. Ça va contre toute logique commerciale. Et c'est intéressant de voir comment une simple logique commerciale débouche sur une symbolique religieuse qui attaque la laïcité. Là commence le mensonge. Voilà, là commence le mensonge, par méconnaissance du terrain. Ouais, ça me rappelle le débat qu'il y avait avec l'équipe chaud. Vous vous souvenez de l'équipe sujet chaud? Et parce qu'on veut en faire un sujet chaud. Et d'ailleurs, qui est majoritaire de l'entreprise Quick? C'est l'État français. Oui, mais l'équipe de France aussi, c'est l'État français qui en est propriétaire et il y a eu le même débat dans l'équipe de France. Du temps d'Ayache, grand joueur, pied noir, qui joue en équipe de France, ça ne posait aucun problème que les repas se séparaient. Et un jour, on a commencé à dire... Certains mangent halal. Oh purée, la pagaille a démarré à ce moment-là. Parce que d'un seul coup, la France s'effondre. Déjà, qui commence à être un peu racaille en équipe de France à ce moment-là, avec en plus la nourriture, c'était la fin de tout. Ils allaient arrêter de chanter la Marseillaise, les stades allaient être envahis. C'était devenu un symbole. Pourquoi? C'est exactement ce qu'on a expliqué pendant toute l'émission, c'est les invasions arabes. Et d'un seul coup, manger halal, c'est comme s'ils avaient dépassé Poitiers et qu'ils étaient arrivés jusqu'à Paris. Et là, ça devenait le symbole absolu. Même en équipe de France, ils vont tous manger halal. Parce que c'était pas certains vont manger halal. C'est qu'on va tous les obliger. Si dans l'équipe de France, ils sont tous obligés, alors là, nous demain, on mange tous halal. Il faut savoir que les mecs, ils ont moins de 25, ils ont 25 ans, ils sont jeunes, ils sont milliardaires pour la plupart, mais on va les obliger à faire des trucs qui leur plaisent pas. Et depuis, on sait qu'ils allaient en boîte de nuit après boire beaucoup d'alcool, et que même si ils mangeaient halal avant, derrière, ça descendait des bouteilles de champagne quand même. Ça se passe Mais ça, c'était pas halal à ce moment-là. Dernière chose dans les cantines scolaires, comment ça se passe? Tout le monde, là aussi, le groupe... S'adapte, c'est-à-dire que vous avez des enfants, par exemple, qui vous disent chez moi, à la maison, chez ma tante, je mange halal. Et à la cantine, je mange pas halal. Et puis vous avez des enfants Pourquoi ils ne mangent pas halal à la cantine? Parce qu'il n'y a pas d'offre halal dans certaines cantines. En fait, ça dépend des collectivités, des municipalités pour le primaire, et puis des collectivités territoriales pour le secondaire. Mais inversement, vous avez des enfants qui arrêtent de manger du porc parce que leurs amis ne mangent pas de porc, par exemple. Donc là encore, on voit en situation sur le terrain, en tout cas, c'est vraiment le collectif, le groupe qui prime de ce point de vue. Un dernier mot sur ce sujet de l'alimentation, Hervé Juvin? Je crois que le sujet de l'alimentation est essentiel aussi dans une partie de la crise qui vient. Je ne sais pas si on mangera toujours de la viande dans les années à venir. Je suis affolé par le traité de libre-échange avec les États-Unis parce qu'on va ne plus faire tenir aucune des normes sanitaires, aucune des normes de qualité qui tiennent notre alimentation en France. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Je ne vais pas partir sur la viande aux antibiotiques, etc. Mais il se prépare des choses importantes et graves, je crois, pour la population française, pour la population européenne, notamment parce que c'est aussi une réduction de la diversité. Nous ne nous rendons pas assez compte à quel point en France, on a bénéficié de ce phénomène extraordinaire par rapport à d'autres coins dans le monde, une nourriture de bonne qualité à prix bas pour toute la population. Ce qui fait qu'à la différence de beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas une alimentation pourrie pour les pauvres, une alimentation à peu près correcte pour la population, et puis les très riches n'ont que du bio, ils savent d'où ça vient, les fermes, les animaux, etc. On a échappé à ça en France. Je pense qu'une partie de la mobilisation de la Bretagne vient de là. Les magasins de hard discount. Je suis d'accord avec vous. Ça commence, mais c'est parti. Non, mais ça commence depuis 5 ou 6 ans. Vous allez dans les quartiers très pauvres, vous avez des supermarchés qui vendent un jambon ou qui vendent une viande qui n'a pas la même telle que celle que vous vendez avec. Et là, reconnaissez qu'il y avait un modèle français extraordinaire. On mangeait à peu près tous pareil, pour le même prix, c'était bien. Qui a lâché la rampe de ce principe-là? L'Union européenne. Ah. Non, on n'en avait pas encore parlé. Et les frontières, Lampedusa, Passons à un autre sujet.